Regardez dans votre portefeuille. Ce billet de banque, ce morceau de papier ou de polymère est une anomalie. C'est l'un des derniers bastions de l'anonymat dans notre monde numérique. Lorsque vous payez un café en espèces, la transaction n'existe que pour vous et le commerçant. Aucune base de données ne l'enregistre. Aucun algorithme ne l'analyse. C'est un acte de liberté économique pure. Maintenant, imaginez que ce billet n'existe plus. Imaginez que chaque centime que vous possédez est une simple ligne de code dans un grand livre de compte contrôlé par l'État. Un grand livre où chaque transaction, chaque don, chaque achat impulsif est enregistré, daté et lié à votre identité pour l'éternité. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le projet sur lequel travaillent non plus de 110 pays en ce moment même. Ils l'appellent la monnaie numérique de banque centrale. Ils nous promettent l'efficacité et la sécurité. Mais derrière cette promesse se cache un mécanisme qui pourrait redéfinir le concept même de liberté. Pour comprendre l'ampleur de cette révolution, il faut remonter le temps. L'histoire de l'argent est une histoire de dématérialisation. Des coquillages à l'or, de l'or aux billets de banque garantis par l'or, puis aux billets non garantis que nous appelons monnaie fiduciaire. Chaque étape nous a éloignés d'un actif physique tangible vers une confiance abstraite dans une autorité centrale. Aujourd'hui, nous sommes au bord du précipice final, l'abandon total de la forme physique. Pourquoi maintenant ? 3 forces titanesques poussent le monde dans cette direction. Premièrement, la mort lente mais certaine de l'argent liquide, accélérée par la pandémie. Deuxièmement, la montée en puissance des crypto-monnaies privées comme le Bitcoin qui menacent le monopole des banques centrales sur la création monétaire. Et troisièmement, une course géopolitique effrénée. La Chine a pris une avance considérable avec son yuan numérique et l'Occident, mené par la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine, refuse d'être laissé pour compte dans la course à l'argent du futur. Le discours officiel est séduisant. Les banquiers centraux de Washington à Francfort nous présentent les monnaies numériques de banque centrale, ou MNBC, comme une solution miracle à de nombreux problèmes. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, parle d'un euro numérique comme d'un ancrage de la stabilité. On nous promet des transactions plus rapides, moins chères et surtout plus inclusives. Des millions de personnes sans compte bancaire pourraient enfin accéder aux services financiers via un simple portefeuille numérique fourni par l'État. Fini les frais de transaction exorbitants pour envoyer de l'argent à l'étranger. Fini les délais de plusieurs jours pour qu'un virement soit effectif. Sur le papier, c'est l'image d'un système monétaire modernisé, plus juste et plus efficace pour tous. Un système où la monnaie publique, la forme la plus sûre d'argent, existerait enfin sous une forme adaptée à notre ère numérique. Qui pourrait s'opposer à un tel progrès ? L'autre argument majeur martelé par les gouvernements est la lutte contre le crime. L'anonymat de l'argent liquide, nous dit-on, est le carburant de l'économie souterraine. Le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'évasion fiscale, toutes ces activités illicites reposent sur la capacité de déplacer de l'argent sans laisser de traces. Avec une MNBC, chaque unité monétaire serait traçable. Les autorités pourraient y en suivre les flux financiers en temps réel, détecter les activités suspectes avec une précision inégalée et geler les fonds illégaux d'un simple clic. La promesse est celle d'un monde plus transparent et plus sûr, où les criminels n'auraient nulle part où cacher leur argent. C'est un argument puissant, car il oppose la quête de sécurité collective à la demande de vie privée individuelle. La question implicite posée aux citoyens est simple: quel prix êtes-vous prêt à payer pour éradiquer le crime financier ? Êtes-vous prêt à sacrifier votre anonymat sur l'autel de la sécurité ? Pourtant, cette vision idyllique d'un monde sans crime financier a un coût caché. Un système où chaque transaction est transparente pour l'État est aussi un système où chaque citoyen est transparent pour l'État. Pensez à toutes vos dépenses, l'abonnement à un journal politique, le don à une organisation non gouvernementale, l'achat d'un livre jugé controversé, une consultation médicale. Aujourd'hui, si vous payez en espèces, ces informations restent privées. Dans un monde de MNBC, elles deviendraient une partie de votre dossier financier permanent, accessible aux autorités. C'est une mine d'or d'informations pour un gouvernement, lui donnant un aperçu sans précédent de vos habitudes, de vos affiliations et même de vos convictions. La distinction entre la sphère publique et la sphère privée, fondamentale dans une démocratie, commencerait à s'éroder de manière irréversible. La surveillance ne serait plus une exception, mais la norme intégrée au cœur même de notre système monétaire. Pour comprendre où ce chemin pourrait nous mener, il ne faut pas regarder vers l'avenir, mais vers l'Est. La Chine est le laboratoire mondial de la monnaie numérique d'État. Son projet, le yuan numérique, ou UCNYBL,
et le plus avancé au monde avec des centaines de millions d'utilisateurs et des milliards de dollars de transactions déjà effectuées. Le gouvernement chinois ne cache pas ses ambitions. Le ECNI est présenté comme un outil pour renforcer le contrôle du Parti communiste sur l'économie et la société. Il est déjà en cours d'intégration avec le fameux système de crédit social. Imaginez, vous critiquez le gouvernement en ligne, votre score de crédit social baisse. La conséquence ? Votre portefeuille de yuan numérique pourrait être programmé pour vous interdire l'achat de billets de train ou limiter vos dépenses quotidiennes. Ce n'est plus une théorie, c'est une réalité en cours de déploiement pour plus d'1 milliard de personnes. L'une des caractéristiques les plus révolutionnaires et les plus inquiétantes des MNBC est la programmabilité. C'est un concept qui transforme radicalement la nature même de l'argent. L'argent programmable n'est plus un simple instrument d'échange neutre. Il peut être doté de règles et de conditions. Par exemple, un gouvernement pourrait distribuer des aides sociales qui ne peuvent être dépensées que pour des biens de première nécessité, comme la nourriture ou le logement, et qui expirent après une certaine date si elles ne sont pas utilisées. En théorie, cela permet de s'assurer que l'aide est utilisée à bon escient. Mais la porte est ouverte à des applications bien plus dystopiques. Imaginez de l'argent qui ne peut pas être utilisé pour acheter de l'essence au-delà d'un certain quota carbone, ou de l'argent qui perd de sa valeur si vous ne le dépensez pas assez vite pour stimuler l'économie. C'est le pouvoir de dicter les comportements des citoyens à travers leur portefeuille. Cette idée de monnaie programmable n'est pas une simple spéculation. Des personnalités influentes du monde financier l'évoquent ouvertement. Agustin Carstens, le directeur général de la Banque des règlements internationaux, souvent considérée comme la banque centrale des banques centrales, a déclaré lors d'une réunion du FMI une phrase qui devrait tous nous alerter. Il a dit, je cite, « La différence essentielle avec la MNBC et que la Banque centrale aura un contrôle absolu sur les règles et réglementations qui détermineront l'utilisation de cette expression de la responsabilité de la Banque centrale, et nous aurons également la technologie pour faire respecter cela. » Fin de citation, contrôle absolu, faire respecter. Ces mots, prononcés par l'un des plus hauts responsables financiers du monde, révèlent la véritable nature de l'enjeu. Il ne s'agit pas seulement d'efficacité, mais de contrôle. Un contrôle total et granulaire sur la manière dont les individus utilisent leur propre argent. Cette quête de contrôle s'étend bien au-delà de la simple surveillance. Elle touche à la politique monétaire elle-même. Actuellement, lorsque les banques centrales veulent stimuler l'économie, elles baissent les taux d'intérêt. Mais il y a une limite, appelée la borne zéro. Si les taux deviennent trop négatifs, les gens retirent simplement leur argent des banques pour le garder en espèces et éviter de payer pour épargner. L'argent liquide agit comme une soupape de sécurité. Dans un monde sans argent liquide, où tout l'argent est numérique et centralisé, cette soupape de sécurité disparaît. Les banques centrales pourraient imposer des taux d'intérêt profondément négatifs, forçant ainsi les gens à dépenser plutôt qu'à épargner, sous peine de voir leur patrimoine fondre. C'est un outil de politique monétaire d'une puissance inédite qui enlève aux citoyens la liberté fondamentale de choisir de conserver la valeur de leur travail sous forme d'épargne. Le passage à une MNBC représente également une centralisation massive du système financier. Aujourd'hui, le système s'est distribué. Vous déposez votre argent dans une banque commerciale privée, qui a elle-même un compte à la banque centrale. C'est un système à 2 niveaux. Avec une MNBC de détail, chaque citoyen pourrait avoir un compte directement auprès de la banque centrale. Cela semble simple, mais les conséquences sont sismiques. En cas de crise financière, au lieu d'une panique bancaire où les gens se ruent pour retirer leur argent des banques commerciales, on pourrait assister à une fuite numérique massive et instantanée vers la sécurité perçue de la banque centrale. Cela pourrait déstabiliser l'ensemble du système bancaire commercial en quelques minutes, asséchant leurs sources de financement et provoquant potentiellement un effondrement en cascade. Le remède pourrait être pire que le mal. Pour comprendre l'architecture de ce nouveau système, il faut imaginer un grand livre de comptes numériques, une base de données unique et centralisée gérée par la Banque centrale. Chaque euro numérique, chaque dollar numérique y serait enregistré. Lorsque vous effectuez un paiement, ce n'est pas de l'argent qui se déplace. C'est une entrée qui est modifiée dans ce grand livre. Une ligne de débit sur votre compte, une ligne de crédit sur le compte du destinataire. La Banque centrale devient l'arbitre et l'observateur de toutes les transactions. Cette architecture centralisée est l'antithèse complète de celle des crypto-monnaies comme le Bitcoin, qui fonctionne sur des registres distribués ou blockchain, où aucune entité unique n'a le contrôle. C'est un choix technologique fondamental qui a des implications profondes en matière de pouvoir et de résilience.
Un système centralisé est un point de défaillance unique et une cible de choix pour les cyberattaques. Les défenseurs de l'euro numérique en Europe, comme Fabio Panetta de la BCE, insistent sur le fait que leur modèle respectera la vie privée. Ils parlent d'un système où les petites transactions pourraient rester anonymes jusqu'à un certain seuil. Mais cette promesse est fragile. Où fixer la limite? 100 euros? 50? Et qui décide? La promesse d'un anonymat contrôlé est un oxymore. Soit une transaction est anonyme, soit elle ne l'est pas. Dès qu'un système est en place pour tracer les transactions au-delà d'un certain seuil, l'infrastructure de la surveillance est déjà construite. Il suffit alors d'une nouvelle loi, votée en urgence après une crise sécuritaire ou financière, pour abaisser ce seuil à zéro et rendre toutes les transactions transparentes. L'histoire nous a montré à maintes reprises que les pouvoirs accordés au gouvernement en temps de crise sont rarement abandonnés par la suite. Le risque ne vient pas seulement des gouvernements malveillants, mais aussi de l'inévitable faillibilité des systèmes informatiques. Une base de données centralisée contenant l'historique financier complet de chaque citoyen serait la cible la plus précieuse au monde pour les pirates informatiques et les services de renseignement étrangers. Une seule faille de sécurité pourrait exposer les informations financières les plus intimes de millions de personnes. De plus, que se passe-t-il en cas de panne de courant massive, de catastrophe naturelle ou de cyberattaque paralysant le système? Sans argent liquide comme solution de repli, l'économie entière pourrait être gelée. La dépendance totale à une infrastructure numérique centralisée crée une fragilité systémique que nous n'avons jamais connue auparavant. Nous échangerions un système résilient et décentralisé, l'argent liquide, contre un système efficace mais infiniment plus fragile. La suppression de l'argent liquide et l'introduction d'une MNBC ne sont pas seulement des changements techniques, elles représentent une profonde modification du contrat social. L'argent liquide est un bien public, un outil qui permet des échanges privés entre citoyens sans la permission ou la surveillance d'un tiers. C'est une forme de liberté d'expression économique. En le remplaçant par un système où chaque transaction est médiatisée et approuvée par l'État, on transforme la relation entre le citoyen et le pouvoir. L'individu n'est plus un agent économique souverain, mais un utilisateur de services monétaires dont les permissions peuvent être révoquées à tout moment. C'est un glissement subtil mais fondamental du pouvoir des individus vers l'État, avec des conséquences qui se feront sentir dans tous les aspects de la vie sociale et politique. Face à ces dangers, une résistance s'organise. Des économistes, des défenseurs des libertés civiles, des experts en technologie et de simples citoyens commencent à tirer la sonnette d'alarme. Aux États-Unis, plusieurs États, comme la Floride, ont déjà adopté des lois visant à interdire l'utilisation d'une MNBC fédérale comme moyen de paiement. Ils y voient une menace pour les libertés individuelles et un empiètement du pouvoir fédéral. En Europe, des pétitions circulent et le débat public s'intensifie. Ces voix soulignent qu'il est possible de moderniser les systèmes de paiement sans pour autant sacrifier la vie privée et la liberté. Des solutions comme les systèmes de paiement instantanés, développés par le secteur privé, offrent déjà une grande partie de l'efficacité promise par les MNBC sans la centralisation et la surveillance étatique. L'une des alternatives les plus discutées est bien sûr celle des crypto-monnaies décentralisées. Le Bitcoin en particulier a été conçu dès le départ comme un système monétaire résistant à la censure et au contrôle étatique. Sa nature décentralisée, où le registre est maintenu par des milliers d'ordinateurs dans le monde, le rend incroyablement difficile à contrôler ou à arrêter pour un gouvernement. Il offre une forme d'argent numérique qui se rapproche des propriétés de l'argent liquide. Il est paix, de pair à pair, sans intermédiaire, et permet un certain degré de pseudonymat. Pour beaucoup, le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ne sont pas seulement des actifs spéculatifs, mais une assurance vitale contre un futur où l'État exercerait un contrôle total sur la monnaie. C'est une sortie de secours potentiel face au panoptique financier. Cependant, il est naïf de penser que les gouvernements laisseront cette alternative prospérer sans réagir. La montée en puissance des crypto-monnaies est précisément l'une des raisons qui les poussent à accélérer leur projet de MNBC. Pour eux, c'est une compétition existentielle pour le contrôle de la monnaie. Nous assistons donc à une double stratégie. D'un côté, le développement rapide de leur propre monnaie numérique centralisée, et de l'autre, une pression réglementaire croissante sur le secteur des crypto-monnaies. L'objectif est clair, rendre l'alternative décentralisée moins attrayante, plus difficile d'accès, et canaliser les citoyens vers le système étatique. La bataille pour l'avenir de l'argent se jouera sur ces deux fronts, l'innovation technologique et la réglementation politique. Il existe peut-être une troisième voie, un compromis entre le contrôle total et l'anarchie perçue des crypto-monnaies.
Certains chercheurs explorent des modèles de MNBC qui intègrent des technologies de protection de la vie privée comme les preuves à divulgation nulle de connaissances. Ces techniques cryptographiques permettraient de vérifier la validité d'une transaction sans révéler les détails de celle-ci, comme l'identité des participants ou le montant. Cela pourrait offrir le meilleur des deux mondes, la sécurité et la stabilité d'une monnaie émise par la banque centrale combinée à une protection de la vie privée semblable à celle de l'argent liquide. Cependant, la question demeure. Les gouvernements, une fois qu'ils ont entrevu la possibilité d'un contrôle total, auront-ils vraiment la volonté politique d'intégrer des technologies qui limitent volontairement leur propre pouvoir de surveillance ? La transition vers une MNBC aura également des conséquences géopolitiques majeures. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale. Ce statut confère aux États-Unis un pouvoir exorbitant, leur permettant de financer leurs déficits et d'imposer des sanctions économiques dévastatrices. La Chine et la Russie, entre autres, cherchent activement à éroder cette hégémonie. Un yuan numérique internationalisé pourrait permettre à des pays de commercer entre eux en contournant le système SWIFT, contrôlé par les États-Unis. La course au MNBC n'est donc pas seulement une affaire de politique intérieure, c'est une bataille pour le contrôle du futur système financier mondial. Le pays qui réussira à imposer sa norme de monnaie numérique pourrait bien définir les règles du jeu économique pour le siècle à venir. Et nous, les citoyens, où nous situons-nous dans cette grande partie d'échecs ? Nous sommes les pions, mais nous sommes aussi l'échiquier. Le succès ou l'échec de ces projets dépendra de notre adoption. Si nous acceptons sans broncher la disparition de l'argent liquide et l'arrivée de la monnaie programmable, nous validerons ce nouveau paradigme. Si, au contraire, nous continuons à utiliser l'argent liquide, à explorer des alternatives décentralisées et à exiger de nos représentants des garanties solides sur la protection de la vie privée, nous pouvons influencer l'issue de cette bataille. L'éducation est la première ligne de défense. Comprendre les enjeux, au-delà des discours marketing sur l'efficacité, est la première étape pour prendre une décision éclairée sur le type de futur monétaire que nous souhaitons construire pour nous et pour les générations futures. Le calendrier s'accélère. La Banque centrale européenne a achevé sa phase d'investigation pour l'euro numérique en octobre 2023 et est à maintenant entrée dans une phase de préparation. Un prototype est en cours de développement. Le projet de loi final pourrait être présenté au Parlement européen dans les prochaines années. Aux États-Unis, le projet d'un dollar numérique, bien que plus lent, avance au sein de la Réserve fédérale. Le FMI et la Banque des règlements internationaux publient des rapports et des guides pour aider les banques centrales du monde entier à mettre en œuvre leur propre MNBC. La fenêtre d'opportunité pour un débat public significatif se referme rapidement. Les décisions qui sont prises aujourd'hui dans les couloirs feutrés des banques centrales et des ministères des Finances dessineront les contours de notre liberté pour des décennies. Finalement, le débat sur les monnaies numériques de banque centrale se résume à une question de confiance. Avons-nous confiance en nos gouvernements, présents et futurs, pour ne pas abuser du pouvoir immense que leur conférerait le contrôle total sur notre argent ? Avons-nous confiance dans la pérennité de nos institutions démocratiques pour résister à la tentation de transformer cet outil d'efficacité en un instrument de contrôle social ? L'histoire est remplie d'exemples de pouvoirs, initialement conçus pour le bien public, qui ont été détournés à des fins de répression. L'argent a toujours été un domaine où le pouvoir de l'État s'arrêtait. En effaçant cette frontière, nous ne faisons pas qu'adopter une nouvelle technologie. Nous prenons le risque de changer fondamentalement l'équilibre des pouvoirs entre le citoyen et l'État. C'est un pari que nous devons considérer avec la plus grande prudence. Nous sommes à un carrefour historique. La convergence de la technologie et de la volonté politique est en train de forger un nouveau type d'argent, un argent intelligent, efficace, mais potentiellement d'asservi. Le chemin vers la monnaie numérique de banque centrale est pavé de bonnes intentions. Inclusion financière, lutte contre la criminalité, efficacité des paiements. Mais ce même chemin peut mener à un futur de surveillance de masse, de contrôle social et de perte de souveraineté individuelle. Ce n'est pas une évolution inévitable, c'est un choix. Le choix entre la commodité et la liberté, entre la sécurité et la vie privée. L'avenir de l'argent n'est pas encore écrit. Il sera le reflet des décisions que nous prendrons ou ne prendrons pas aujourd'hui. Alors, la question que nous devons tous nous poser est la suivante. La monnaie numérique de banque centrale est-elle l'évolution naturelle de l'argent ou la plus grande menace pour notre liberté au XXIe siècle ? Partagez votre avis dans les commentaires.